Elle voulait une semaine de séparation, mais à son retour, sa place était déjà prise. Tu veux de l'espace pendant une semaine? Ma voix était basse, tendue, du genre qui vous écorche la gorge sans avoir besoin de monter dans les aigus. Alicia se tenait près de la fenêtre de la chambre, les bras croisés, son profil éclairé par les dernières lueurs bleu-gris du soir de Portland. Elle ne tressaillit pas, ne sia pas, elle hocha simplement la tête lentement, comme si elle annonçait un changement de temps. Ce n'est pas pour toujours, Ben, dit-elle d'un ton égal. J'ai juste besoin d'un peu de clarté, d'un peu d'air. De la clarté? Le mot a résonné dans ma poitrine comme une poêle qui tombe. De la clarté sur quoi, ai-je demandé. Je savais déjà que je n'aimerais pas la réponse. Son calme était trop étudié, trop répété, comme celui de quelqu'un qui a pratiqué chaque réplique devant un miroir. Elle soupira, un souffle doux, contrôlé. Tout me semble un peu emmêlé. Je ne dis pas que quelque chose ne va pas. J'ai juste besoin d'espace pour respirer. Depuis quand on fait ça, nous? Je me suis approché. Prendre des pauses comme si on était deux stagiaires qui se sont trop rapprochés au travail. Nous sommes mariés, Alicia. On ne fait pas de pause publicitaire pour respirer. Elle se tourna enfin pour me faire face. Ses yeux étaient froids, pas en colère, pire. Indifférents, comme si elle avait déjà eu cette dispute dans sa tête et l'avait jugée indigne d'émotion. Je pensais que tu comprendrais, dit-elle doucement. Ce n'est qu'une semaine. Seulement, on ne demande pas, seulement une semaine, loin de son mari à moins que quelque chose n'ait déjà changé en vous. Et je l'ai vu, clair comme le jour, là, dans ses yeux. Quelque chose avait déjà changé. Je reculai comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ma voix sortit plus fatiguée que je ne l'avais prévu. Et je suis juste censé te préparer une semaine de chaussettes et garder le lit au chaud? Elle ne répondit pas. Le silence, mais pas celui que nous partagions autrefois. Le calme confortable qui suivait les longues journées et les dîners tardifs. Celui-ci était tranchant, creux, comme s'il y avait des choses qu'elle voulait dire, mais qu'elles avaient déjà été dites à quelqu'un d'autre. Je secouai la tête, plus pour moi que pour elle. Tu sais, pour une femme qui cherche la clarté, tu es étonnamment illisible. Une lueur traversa son visage. De la culpabilité. Non, de l'agacement. Comme si je perturbais son emploi du temps. Elle attrapa son sac de voyage et se dirigea vers la porte. Et puis elle l'a dit. Je vais loger à l'hôtel Hawthorne. Mon estomac se noie. C'est en centre-ville. Un autre haussement d'épaule. Je voulais demander qui avait réservé la chambre. Je voulais demander à quel nom elle était, mais je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Si je montrais mon jeu maintenant, je perdrais le peu d'avantages qu'il me restait. Alors, j'ai juste dit, d'accord. Ce mot contenait tout ce que je ne disais pas. Elle s'arrêta sur le seuil. J'appellerai demain. J'ai juste besoin de ça. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardée sortir comme une étrangère quittant la maison de quelqu'un d'autre. La porte se referma avec un léger clic, mais il résonna. Et comme ça, elle était partie. Seule à nouveau. Cette nuit-là, le silence s'étirait comme une ombre dans chaque pièce. Je me tenais au milieu de notre chambre. Non, de ma chambre maintenant. J'essayais de me souvenir de la dernière fois où je ne lui avais pas fait confiance. Je n'y arrivais pas. C'était Alicia, ma femme. La femme qui s'endormait sur ma poitrine pendant les tempêtes de neige et riait de mes pires blagues devant du pop-corn au micro-ondes. Nous avions construit une vie ensemble, une routine qui n'était pas glamour, mais qui était la nôtre. Je travaillais à temps partiel comme rédacteur en chef pour un journal local. Alicia s'occupait de la communication pour un cabinet d'architectes. Nous avions notre rythme, les courses le dimanche, les plats à emporter le jeudi, un brunch avec sa sœur une fois par mois que je trouvais toujours un moyen d'esquiver. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ou du moins, je le pensais. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas plaider. J'attendrais, j'observerais, j'écouterais, et quand la vérité éclaterait, je serais prêt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. J'ai fermé les yeux, bien sûr. Je suis resté là dans le noir, le ventilateur de plafond tranchant le silence comme s'il pouvait sculpter une réponse dans les ombres. Mais aucun rêve n'est venu, pas de repos non plus, juste l'écho de sa voix,
encore et encore. C'est juste pour la clarté. Le matin, je me sentais comme une version vide de moi-même. Alors j'ai fait la seule chose que je savais pouvoir m'éclaircir les idées. J'ai enfilé mon manteau, enfoui mon téléphone au fond de ma poche et j'ai quitté la maison. Les matins de Portland avaient une certaine humidité, comme si la ville ne pouvait pas tout à fait se défaire de la pluie, même quand le ciel se retenait. Les arbres le long du sentier boisé près de notre quartier transpiraient déjà de rosée. Mes bottes frappaient le chemin de terre avec un léger crissement. Le genre qui vous donne l'impression de vous enfoncer dans quelque chose de plus profond qu'une simple forêt. Je ne pensais même pas où j'allais. J'avançais, simplement. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me retrouver affalé sur un vieux banc surplombant la crête où les arbres s'éclaircissaient et où la rivière taillait la vallée comme une cicatrice paresseuse. Je venais ici quand les choses devenaient trop bruyantes dans ma tête. Alicia et moi avions fait un pique-nique ici il y a des années. Elle avait renversé du vin rouge sur ma chemise et avait ri si fort qu'elle en avait pleuré. Maintenant, juste le silence. Et puis je l'ai entendu. Tiens, regarde qui voilà à sa propre fête de l'apitoiement. Je me suis tourné et il était là, Jonah Ramirez, vieil ami, ex-marine, maintenant charpentier qui jurait plus qu'il ne respirait, et sentait toujours vaguement la sueur et le bourbon. Il avait l'air d'un homme qui faisait plus confiance à son instinct qu'à ses impôts. Il s'est laissé tomber à côté de moi sans cérémonie, ouvrant un thermos qu'il avait probablement rempli de quelque chose d'illégal avant le lever du soleil. « Tu as une mine de déterré », dit-il en plissant les yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta femme a trouvé Jésus et t'a quitté pour une chorale itinérante. » J'ai failli rire. Presque. « Non, elle veut de l'espace », ai-je marmonné. Une semaine de séparation. Jonah s'est figé au milieu d'une gorgée. Elle a dit pourquoi. Pour la clarté, ai-je cité, faisant des guillemets avec mes doigts avec tout le dédain que je pouvais rassembler. Jonah laissa échapper un sifflement bas. Ça, c'est de la connerie de première qualité. Je n'ai pas discuté, fixant simplement le sentier devant moi, prétendant que le vent dans les branches avait une sorte de réponse. Après un moment, Jonah se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Ben. Personne ne demande de pause s'il n'en a pas déjà pris une. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Il n'essayait pas d'être cruel. Jonah était direct. Oui, mais il était loyal. Loyal jusqu'à la faute. Il avait été mon témoin il y a 10 ans. Il m'avait tenu l'épaule la nuit où mon père est mort. Et maintenant, il était la seule personne de qui je pouvais supporter d'entendre la vérité. Tu penses qu'elle me trompe ? Ai-je dit, plus comme une affirmation qu'une question. Il n'a pas scié. Je pense qu'elle ment. Peut-être pas encore de la tromperie. Mais tu ne fais pas une valise et ne réserves pas un hôtel si tu essaies juste de comprendre ton langage amoureux. Le vent s'est levé. Mon manteau a claqué. Mon estomac s'est tordu. Je voulais le contredire, la défendre, dire, tu ne connais pas Alicia. Mais le problème, c'est que je ne la connaissais plus non plus. Je ne peux pas la confronter, ai-je finalement marmonné. Pas encore. Pas sans preuve. Si j'y vais à l'aveugle, elle me fera croire que tout est dans ma tête. Jonah grogna, hochant la tête. Alors n'y va pas à l'aveugle. Il y eut une longue pause. Puis il ajouta, tu veux que je me renseigne ? Je connais toujours un type qui fait de la surveillance pour des cas de divorce. Silencieux, discret. J'ai hésité. Cela semblait mal, comme franchir une ligne entre la suspicion et la trahison. Mais ce qu'Alicia avait fait la nuit dernière ? C'était de la trahison. Juste habillé d'un langage propre et de reçu d'hôtel. Alors je l'ai dit. Ouais. Donne-moi son numéro. Jonah me le tendit sans un mot de plus. Juste un signe de tête. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment après ça. Deux hommes, probablement plus vieux que nous ne le sentions, regardant la rivière couler comme le temps, implacable, indifférente. Avant de partir, Jonah m'a frappé l'épaule d'une main lourde. Ne la laisse pas écrire la fin, Ben. Quoi qu'elle cache, laisse-le sortir tout seul. C'est le moyen le plus propre de gagner. Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute, mais quelque chose en moi s'est agité. Pas de la rage, pas même de la vengeance, juste de la résolution. L'après-midi suivant, je me suis retrouvé assis dans un petit bureau stérile au-dessus d'une imprimerie du centre-ville de Portland. Pas de musique, pas de fenêtre,
juste des murs blancs, un classeur qui bourdonnait faiblement derrière moi. Et un homme nommé Elias Crane, la quarantaine, mince, le regard fixe, qui soutenait votre regard comme si c'était un sport pour lequel il s'entraînerait. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de trench coat, pas de moustache, pas de fedora ni de flasque, juste une chemise grise repassée et des mains qui ne bougeaient pas une seule fois. On m'a référé à vous, dit-il, scrutant mon visage comme si c'était une carte de désastre futur. Ça aide. Mais je dois quand même demander. Qu'est-ce qu'on cherche? Il n'a pas dit, qui. Juste, quoi. J'ai aimé ça. J'ai joint mes mains sur le bureau. Ma femme. Elle a demandé une semaine de séparation. Elle dit que c'est pour la clarté. Mais quelque chose dans son visage m'a dit qu'elle l'a déjà. Son expression n'a pas changé. Vous soupçonnez une liaison. Je soupçonne un mensonge, ai-je dit. J'ai besoin de confirmation. Photo, heure, qui? Où? Mais rien de tape à accent grave l'œil. Pas de confrontation. Juste la vérité, servie froide. Crane hocha la tête une fois. Nous opérons discrètement. Pas de fuite, pas d'avertissement. Vous recevrez des rapports quotidiens et un dossier final à la fin. Il fit glisser un formulaire sur la table. Son nom, sa description physique, la marque et le modèle de sa voiture, son horaire de travail connu, et toute déviation que vous avez remarquée. Tout aide. En remplissant le formulaire, j'ai remarqué que ma propre écriture tremblait légèrement. Pas de peur, de pression, de savoir qu'en écrivant cela, j'admettais peut-être pour la première fois que quelque chose de réel se brisait. Quelque chose que je ne pouvais pas rafistoler avec quelques longues discussions et des excuses tardives. Le stylo de Crane tapa une fois. Voulez-vous qu'elle sache que vous m'avez engagé? J'ai croisé son regard. Non. Si j'obtiens ce que je pense obtenir, je veux qu'elle revienne dans cette maison en pensant qu'elle est toujours maîtresse des lieux. Il hocha la tête comme s'il avait déjà entendu ce genre de choses. Peut-être que c'était le cas. La session a duré 15 minutes. Quand ce fut terminé, il me tendit une enveloppe unie. Ma carte. Les mises à jour commencent dans 48 heures. Vous aurez de mes nouvelles à la première heure. J'ai pris l'enveloppe, je me suis levé et je suis sorti sans un mot de plus. De retour dans la voiture, je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis resté assis là, les doigts crispés sur le volant, essayant de comprendre à quel point tout cela semblait clinique, comme engager quelqu'un pour réparer votre toit ou vérifier vos freins. Mais au lieu de ça, c'était votre vie, votre confiance, sur le pont élévateur. Ce qui est drôle, c'est que je ne me sentais pas coupable. Pas encore. Parce que dans ce bureau, pour la première fois depuis qu'Alicia était partie avec son petit sac de voyage et une vague promesse de clarté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Le contrôle. Un contrôle calme et délibéré. Et parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin pour survivre à la vérité. 4 jours plus tard, Crane m'a envoyé un SMS à 7h02 du matin. Photo prête. Confirmation obtenue. Remise discrète disponible après 10 heures. Le message reposait sur mon téléphone comme une mine antipersonnelle. Je l'ai lu 3 fois, chaque fois plus lentement que la précédente. Mon estomac s'est noué, mais pas de peur, ni même de colère. Juste ce vide froid et sec que l'on ressent juste avant un verdict. À 10h14, je me suis garé devant un café quelconque près de Belmont. Crane est entré 5 minutes après moi, s'est glissé sur le siège en face du mien et m'a tendu une enveloppe en carton sans un mot. Pas de pause dramatique, pas de commentaire. Il a commandé un expresso et est parti avant qu'il n'arrive. Je n'ai ouvert l'enveloppe qu'une fois de retour dans ma voiture. Mes doigts ont hésité sur le rabat, comme si l'ouvrir rendrait la chose plus vraie. À l'intérieur, 6 photographies, 3 reçus et un seul résumé dactylographié. Alicia, mon Alicia, debout devant un hôtel du centre-ville, souriante, portant un manteau différent de celui avec lequel elle avait quitté la maison. L'homme à côté d'elle, la quarantaine, bien habillé, souriant plus blanc qu'elle. Photo 2, le même homme lui tenant la porte. Photo 3, Alicia signant quelque chose à la réception sous le nom d'Ali Mendes. Photo 4, un couloir silencieux, chambre 703. Le rapport disait qu'ils étaient arrivés séparément à 10 minutes d'intervalle. Avaient utilisé des pseudonymes, étaient restés 2 heures, et étaient repartis séparément à nouveau. 2 heures.
J'ai regardé les photos si longtemps que ma vue s'est brouillée. Non pas parce que je n'arrivais pas à y croire, mais parce qu'une petite partie mourante de moi voulait encore qu'elle ait mieux menti. Si elle devait tout détruire, elle aurait au moins pu avoir la décence de le cacher comme si ça avait de l'importance. Je n'ai pas pleuré. Ça m'a surpris. Je suis juste resté là, immobile comme une pierre, le chagrin se transformant en quelque chose de plus tranchant. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était légère. « Salut Ben, tout va bien ?» Ce ton faux, cette légèreté qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que je ne savais rien. Je n'ai pas parlé tout de suite, j'ai juste respiré. Ce silence, ça l'a fait changer de ton. Je l'ai entendu. « Ben ?» Je me demandais, ai-je dit lentement. « Quel nom tu as utilisé pour réserver ta chambre au Hawthorne ?» Elle n'a pas répondu. Je pouvais sentir le changement, la panique qui essayait de ne pas se montrer. « Ali Mendes, ai-je offert, doux comme un couteau. » Toujours le silence. Puis finalement, « Pourquoi tu me demandes ça ?» Voilà, cette fissure dans sa voix. « Je pense que tu sais pourquoi. » Elle laissa échapper un souffle court et tendu. « Tu as fait suivre quelqu'un. » Non, j'ai fait suivre la vérité. Il se trouve qu'elle marchait à côté de toi. Ben, attends. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je ne mentais pas, mais j'en ai fini de faire semblant de ne pas voir ce qui est juste devant moi. Le silence sur la ligne s'est étiré, long et fin. Puis elle a craqué. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as raison, les jeux coupés. Je ne comprends pas. Mais je suis sur le point de le faire. Puis j'ai raccroché, et pour la première fois depuis des jours, le poids sur ma poitrine s'est levé. Pas parce que j'allais bien, mais parce que j'avais la preuve. Et avec la preuve vient le pouvoir. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé dans une banquette d'angle de notre bar de quartier préféré, The Brass Lantern. Le genre d'endroit avec des menus collants et un jukebox qui joue encore du Springsteen si vous lui donnez le bon billet. En face de moi était assis Johnny Blake, ami d'enfance, ancien colocataire, et la seule personne qui m'avait vu au plus bas et m'offrait quand même de payer la prochaine tournée. Il n'a pas dit grand-chose quand je me suis glissé dans la banquette. Il m'a juste jeté un coup d'œil, m'a tendu une bière et a attendu. Je lui ai tendu les photos. Il les a parcourues lentement, en sifflant doucement. Merde, a-t-il marmonné, les repoussant sur la table. Ce n'est pas un peut-être, c'est un coup sûr. J'ai hoché la tête, ne touchant plus les photos. Elle a menti avec une assurance totale, ai-je dit, à moitié souriant. Elle n'a même pas bronché. Johnny s'est penché en arrière, les bras croisés. Tu penses à une confrontation ou à une voie de sortie? Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Je pense à la clarté. Pour la première fois, je la vois clairement. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant? Cette question a résonné dans ma poitrine. Et maintenant? Je me prépare, ai-je dit. Non par dépit. Juste parce que je me dois de ne plus jamais avancer à l'aveugle. Johnny a pris une longue gorgée de sa bière, puis m'a regardé avec quelque chose que je n'attendais pas. De l'admiration. Tu gères ça mieux que la plupart des mecs, a-t-il dit. Une vérité comme ça, la plupart des gens seraient en train de crever des pneus ou de jeter des assiettes. J'ai haussé les épaules. Je suppose que j'avais déjà fait mon deuil d'elle avant même d'avoir la preuve. C'est ce qui arrive quand quelqu'un que tu aimes commence à se transformer en quelqu'un d'autre tout en continuant de te sourire comme si de rien n'était. Il a laissé ça en suspens dans l'air. Pour une fois, Johnny n'avait pas de répartie. Il est juste resté avec ça. Un instant plus tard, il a souri. Donc techniquement, tu es un homme libre maintenant. Du moins, émotionnellement. Tu vas faire quelque chose avec ça? J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça me semblait absurdement libérateur. Pour l'instant, je vais juste respirer. Dormir du bon côté du lit sans me demander pourquoi elle est toujours sur le sien. Johnny a levé son verre. À la respiration, a-t-il dit. À la clarté, ai-je répondu. Nous avons bu. Et dans cette banquette, sous le scintillement tamisé des néons et le doux bourdonnement des conversations des inconnus, je l'ai ressenti. Pas du bonheur, mais quelque chose de plus léger, comme si le brouillard s'était dissipé juste assez pour voir une route différente devant moi. Tout a commencé par un message. Rien de dramatique,
rien de aguicheur, juste une note glissée entre les rappels de réunion du mardi et une blague transférée par les RH. Ivy Langston. Objet, juste pour prendre des nouvelles. J'ai fixé le message pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Salut Ben, j'ai juste remarqué que tu étais un peu silencieux pendant la réunion sur la subvention du musée. D'habitude, tu as une douzaine de commentaires. J'espère que tout va bien. Si jamais tu as envie d'échapper à la jungle des emails, je connais un bar à vin avec des lumières assez tamisées pour se cacher de la vraie vie. Sans pression, Ivy. J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis un moment. Ivy n'était pas n'importe quel collègue. Nous avions travaillé côte à côte ces 2 dernières années au musée d'histoire de Portland, coordonnant des expositions et débattant parfois des propositions de donateurs. Elle était vive, observatrice, gentille d'une manière qui ne semblait pas feinte. Nous n'avions jamais été intimes, mais nous avions toujours été authentiques. J'ai répondu simplement, un verre de rouge et un peu d'air, ça me semble une bonne idée. Dis-moi juste quand. Ce vendredi-là, nous nous sommes retrouvés dans un endroit appelé Vanette. Jazz doux, tables enveloppées d'une lumière tamisée et le genre de calme qui invitait à une vraie conversation plutôt qu'au bruit. Elle était déjà là quand je suis arrivé, sirotant quelque chose de sombre et de chaud. Elle portait un manteau de laine qu'elle ne s'est pas empressée d'enlever et m'a offert un sourire qui ressemblait à une couverture. « Waouh » dit-elle en me regardant doucement. « On dirait que tu sors tout juste d'une tempête. » J'ai ri. « Ça se voit tant que ça. » Elle a penché la tête. « C'est si familier que ça. » Nous n'avons pas parlé d'Alicia tout de suite. Au lieu de ça, nous avons dérivé. Les livres que nous avions tous les deux l'intention de finir. Le ridicule des réunions sur le budget des expositions. Un débat pour savoir si les boutiques de souvenirs des musées n'étaient pas secrètement la partie la plus rentable de toute l'opération. C'était facile de lui parler. Sans effort, vraiment, non pas parce qu'elle disait toutes les bonnes choses, mais parce qu'elle ne faisait pas semblant. Pas d'inquiétude de façade, pas de sympathie bon marché. Après notre 2e verre, elle s'est finalement penchée en avant, les coudes sur la table. Tu n'es pas obligé de me raconter quoi que ce soit, Ben, mais si ça peut t'aider. J'ai vécu ma propre version de l'effondrement. Ce mot, effondrement, a résonné plus profondément que je ne l'attendais. Alors je lui ai donné des fragments. Pas toute l'histoire, pas les photos ou l'hôtel ou le nom qu'elle avait utilisé à l'enregistrement, mais juste assez. L'espace, le silence, l'étrange façon dont la clarté peut sonner comme un adieu. Elle n'a pas halté, ne m'a pas pris en pitié. Elle a juste écouté. Et quand je me suis arrêté, elle a dit quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Ce n'est pas toi qui as fauté. Tu as simplement cessé de prétendre que rien n'avait changé. J'ai laissé ça infuser. Ivy parlait comme quelqu'un qui avait déjà perdu des choses, mais qui avait survécu quand même. Ce genre de grâce ne vient que des tempêtes personnelles. Nous sommes restés là jusqu'à ce que l'endroit s'assombrisse encore plus. Le personnel empilait silencieusement les chaises derrière nous. Quand je l'ai raccompagné à sa voiture, nous ne nous sommes pas attardés maladroitement. Pas de tension romantique, juste un silence partagé qui semblait sûr. Avant qu'elle ne monte, elle s'est tournée vers moi et a souri. « Je suis contente que tu aies dit oui pour le vin. » J'ai hoché la tête. Moi aussi. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Quoi que tu sois en train de régler, fais en sorte que ce soit à toi, pas à elle. » Elle est partie dans la nuit humide de Portland, et je suis resté là dans le froid, la veste zippée, le col relevé, me demandant si peut-être, juste peut-être, le monde avait encore quelque chose de doux à m'offrir. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais en train d'organiser une expédition d'archives quand mon téléphone a vibré avec un numéro que j'avais simplement enregistré comme « crâne ». Je suis sorti dans le couloir avant de répondre. « Ben ici. » La voix de Crâne était aussi plate et factuelle que jamais. « J'ai plus pour vous. J'ai pensé que vous voudriez savoir plus tôt que tard. » Je n'ai rien dit. Alicia ne se contente pas de rencontrer un type, a-t-il poursuivi. Elle voit son superviseur, William Hardrove. Cadre supérieur. Il est son supérieur direct. Ça dure depuis un moment d'après ce qu'on a pu reconstituer. Rumeurs de bureau, enregistrements croisés, journaux de texte. C'est professionnel jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je me suis appuyé contre le mur, le carrelage froid pressant à travers ma chemise. Crâne a fait une pause. Vous voulez toujours le dossier.
J'ai pris une profonde inspiration. Oui. Je vous l'apporterai demain matin. Même endroit. Merci. J'ai raccroché, comme ça. Pas d'explosion, pas de téléphone fracassé, pas d'effondrement dans le couloir, juste le silence. Je suis resté là pendant une autre minute entière, écoutant le faible bourdonnement des bouches d'aération du musée, l'écho étouffé des voix d'enfants provenant de l'exposition en bas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Ça m'a fait plus peur que tout, car si les premières photos avaient fissuré quelque chose en moi, cela ressemblait à la partie où tout s'était transformé en pierre. Alicia, la femme qui avait pleuré une fois parce que j'avais oublié notre anniversaire d'un jour, couchait tranquillement avec son patron. Non seulement elle se faufilait dans mon dos, mais elle le faisait à l'endroit où elle passait 40 heures par semaine. Son travail, son bureau, le monde que je n'avais jamais touché. Et maintenant, je savais pourquoi elle n'avait jamais voulu que je le fasse. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite. Au lieu de cela, j'ai conduit à travers des rues résidentielles sinueuses sans destination, juste le ronronnement silencieux de mes pensées remplissant l'habitacle. Je n'ai pas rejoué de vieux souvenirs. Je ne les ai pas imaginés ensemble. Je suis juste resté avec une seule idée, la retournant encore et encore dans mon esprit comme une petite note pointue que j'écrivais à moi-même. Elle ne revient pas parce que tu lui manques. Elle revient parce qu'elle perd le contrôle. Cette pensée a durci quelque chose en moi. Car si William Hardrove était son superviseur et que quelqu'un les voyait ou, pire, le documentait, elle ne risquait pas seulement un mariage. Elle risquait tout, son travail, sa réputation, l'image d'elle-même comme étant la personne posée, l'adulte dans la pièce. Et j'avais été le mari silencieux qui attendait à la maison avec des yeux doux et un feu qui couvait lentement. Plus maintenant. Cette nuit-là, je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas réagi. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai fini un livre. Je me suis assis dans le jardin et j'ai regardé le vent bouger dans les érables comme s'il avait un endroit où aller. À l'intérieur, quelque chose de plus froid avait pris racine. Pas amer, pas vengeur, juste fini. Je n'étais plus curieux de savoir ce qu'elle dirait si elle savait ce que je savais, car maintenant je n'étais plus intéressé par les explications, seulement par les fins. Le téléphone a sonné à 20h43. Son nom s'est allumé sur l'écran. Alicia, domicile. Je l'ai fixé un moment, le pouce planant, regardant la petite pulsation de l'appel entrant comme si c'était un compte à rebours. J'aurais pu le laisser aller sur la messagerie vocale. J'aurais pu la laisser avec son silence, mais quelque chose en moi voulait entendre comment elle allait jouer sa partie. Ben, dit-elle dès que j'ai répondu, à bout de souffle. Salut, Je me demandais si je pouvais rentrer à la maison demain, un peu plus tôt. La voilà. Pas une question, plutôt une sonde, un test pour voir si la température avait chuté. Mais j'ai entendu l'hésitation sous son ton, cette subtile fissure dans sa voix qu'elle avait toujours quand les choses n'allaient pas dans son sens. J'ai gardé ma voix égale. Demain n'est pas un bon jour. Une pause. Pourquoi? J'ai des invités, ai-je dit. Laissant la phrase flotter. Elle a cligné des yeux à l'autre bout du fil, je pouvais le sentir. Des invités? MHM, une pause plus longue maintenant. Ben, tu vois quelqu'un? La façon dont elle a posé la question, tendue, tremblante, était presque risible, comme si la fidélité existait encore dans son vocabulaire. Mais je ne lui ai pas donné le drame qu'elle cherchait. Je fréquente la clarté, ai-je répondu doucement. Elle est étonnamment généreuse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, c'est à propos de la conversation que nous avons eue la semaine dernière? Parce que si quelque chose a changé. C'est toi qui as demandé de l'espace, Alicia, les yeux coupés doucement. Je ne fais que vivre dans la pièce que tu as laissée. Son souffle s'est accroché. Je pouvais presque l'entendre se débattre derrière le silence, essayant de recadrer, essayant de s'accrocher à quelque chose qu'elle pensait être encore à elle. Je ne voulais pas, je n'essayais pas de. Écoute, cette semaine de séparation, ça a été bien. Mais tu me manques. Je pense qu'on devrait parler en personne maintenant. Sa voix était douce, presque suppliante, mais teintée de panique. Pas pour moi, pour sa prise sur le récit. J'ai laissé le silence s'étirer. Ben? J'ai finalement dit, demain n'est pas bon. Elle s'est raidie. Je l'ai entendu dans son souffle suivant. Tu me punis.
Non, ai-je répondu, calme comme un moine. Je choisis de ne pas te laisser revenir dans la maison comme si de rien n'était. Ce n'est pas une punition. C'est la réalité. Je pouvais l'entendre déglutir difficilement. Puis, d'une voix basse, qui est-ce? Elle ne savait toujours pas. Et c'était la partie la plus satisfaisante. Personne que tu reconnaîtrais, ai-je dit. Elle n'est juste pas toi. Ce silence. Il était différent maintenant. Avant, nos silences semblaient tristes. Des choses non dites accrochées au mur. Mais maintenant, ce silence ressemblait à un échiquier. Elle avait déplacé un pion. J'avais déplacé une tour. Et pour une fois, elle ne voyait pas clairement le plateau. Tu es différent, dit-elle enfin. Je ne connais pas cette version de toi. Moi si, ai-je dit. Je le rencontre ces derniers temps. Il a de meilleures limites. Je pouvais pratiquement entendre sa respiration se resserrer. Je voulais juste rentrer à la maison. Je sais. Et, ai-je dit, pas demain. Puis, avant qu'elle ne puisse regagner du terrain, j'ai mis fin à la conversation d'un clic doux et final. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans le salon où les lumières étaient basses et la station de jazz jouait quelque chose de chaleureux et d'ancien dans les haut-parleurs. Ivy était partie il y a 1 heure. Rien de plus qu'un verre de vin rouge et des rires à propos d'une terrible ébauche de brochure de musée. Mais je lui avais demandé de revenir demain matin, juste pour être présente. Rien d'intime, rien de trompeur, juste une petite présence calme qui n'était pas Alicia. Parce que la vérité n'était pas seulement destinée à piquer, elle était destinée à être vue. Et quand Alicia franchirait la porte en pensant qu'elle tenait toujours le scénario, elle réaliserait qu'elle n'en était plus l'auteur. Le samedi matin est arrivé comme il le faisait toujours. Gris, discret et imprégné de la version de quiétude de Portland. J'étais debout avant le soleil, me déplaçant dans la maison comme un homme organisant un dîner, et non comme quelqu'un préparant le terrain pour la dernière scène d'un mariage. Il ne restait plus de colère en moi, juste de la précision, le genre que l'on ne trouve que lorsqu'on a finalement accepté ce qui doit être fait. J'ai commencé dans la cuisine, j'ai essuyé les comptoirs, mis la bouilloire en marche, disposé 2 tasses propres côte à côte. Son mélange préféré dans le bocal sur l'étagère, visible, mais non offert. Le couloir est venu ensuite. Désencombré, aspiré, photos dépoussiérées. Celles avec elles sont restées là où elles avaient toujours été. Je voulais qu'elle voie exactement ce dans quoi elle revenait. Pas d'amertume, pas de destruction, juste un calme reconquis. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert la fenêtre. Les draps étaient fraîchement lavés, le lit fait au carré. Son tiroir était intact, son parfum faible, mais s'estompant. Le genre d'estompement qui vous dit que le souvenir durera plus longtemps que la présence ne l'a jamais fait. Je n'ai pas emballé ses affaires. Pas encore. Je ne la mettais pas à la porte. Je voulais juste qu'elle voie. Cette maison, cet espace, ne l'enveloppait plus comme avant. À 9h11, j'ai envoyé un SMS à Ivy, passe si tu es libre, juste pour un café. Elle a répondu en quelques minutes. J'arrive. Ivy est arrivée dans un pull bleu et un jean, les cheveux attachés, sans maquillage, portant cette même douceur tranquille qu'elle portait toujours comme une armure. Elle est entrée et a regardé autour d'elle, remarquant la façon dont j'avais disposé les choses. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Elle a juste fait un léger signe de tête. Tu es prêt? Autant que je le serai jamais. Elle m'a suivi dans le salon où j'avais préparé un brunch simple, juste assez pour donner l'impression que l'endroit était habité. Rien d'extravagant. Rien qui ne crie mise en scène. Le genre d'installation décontractée qui disait, c'est normal. C'est réel. Et ça ne t'inclut plus. Nous avons siroté du café, le doux bourdonnement du vieux jazz en fond sonore. Ivy n'a pas insisté. Elle n'a pas joué un rôle. Elle a juste existé à côté de moi. C'était la beauté de sa présence. Elle n'était pas une arme. Elle était la clarté incarnée. À 10h47, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée et quelque chose dans l'air a changé, comme une chute de température avant une tempête. La porte a grincé en s'ouvrant. Ivy a siroté son café. Je me suis levé. Et Alicia est entrée dans la pièce. Elle avait l'air fatiguée, pas seulement physiquement, mais de la manière dont une personne a l'air lorsque sa version de la réalité commence à la trahir. Ses yeux ont balayé de moi à Ivy, s'écarquillant, mais pas de choc.
de reconnaissance. La reconnaissance du jeu qu'elle ne contrôlait plus. Elle a fait un pas à l'intérieur, les lèvres s'entr'ouvrant comme si elle allait parler. Mais j'ai coupé le silence le premier. Rebonjour, ai-je dit, la voix douce. Le café est frais. Elle a jeté un coup d'œil à Ivy, qui n'a offert qu'un sourire calme et poli, puis m'a regardé à nouveau, la mâchoire se crispant. Qu'est-ce que c'est? Je me suis approché de la table à manger et j'ai pris un dossier, je l'ai posé doucement sur la table basse entre nous. Ça, ai-je dit, c'est un nouveau départ pour nous deux. Elle a fixé le dossier, devinant déjà son contenu. Papier de divorce. Signé, en règle, équitable. Ivy s'est levée lentement et s'est dirigée vers la porte, offrant à Alicia un doux « bonne journée ». En passant. Pas de méchanceté, juste une sortie. Alicia est restée figée, les mains toujours sur la lanière de son sac à main. C'est comme ça que tu fais, a-t-elle murmuré. Tu invites quelqu'un dans notre maison et tu me sers des papiers comme si c'était l'heure du thé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, c'est comme ça que je fais la clarté. Tu as demandé de l'espace. J'en ai trouvé la limite, et maintenant je la franchis. Ses mains tremblaient. Pas de façon dramatique, juste assez pour le remarquer. Elle a regardé les photos encore sur les murs, la vie qui ne s'était pas effondrée en son absence. Et j'ai vu la prise de conscience s'installer. Elle n'avait pas manqué. Elle avait été remplacée. Pas par Ivy, par la paix. Pendant un long, très long moment, Alicia n'a pas bougé. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la lanière de son sac serrée dans ses poings blanchis, son regard rebondissant entre le dossier, les tasses à moitié pleines sur la table basse et la porte d'entrée qu'Ivy venait de fermer derrière elle. Le jazz continuait de jouer, une batterie brossée, une trompette lente qui semblait presque cruelle dans sa douceur. « Tu divorces de moi ?» a-t-elle finalement dit. Ce n'était pas une question, c'était un test. Elle voulait voir si j'allais flancher, si j'allais m'adoucir maintenant que le coup avait porté. Je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assis sur le canapé, j'ai croisé une cheville sur mon genou et j'ai de nouveau fait un geste vers le dossier. J'ai tout signé. Une séparation nette, sans combat. Tu gardes ton nom, ta voiture, ta dignité, si ça compte encore pour toi. Elle a scié, sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Je n'y crois pas, dit-elle, la voix tremblante. Tu jettes 10 ans parce que j'ai fait une erreur. J'ai haussé un sourcil. Tu appelles ça une maintenant? Son silence était plus fort qu'un aveu. Je me suis penché en arrière. Tu n'as pas seulement menti, Alicia. Tu l'as organisé. Tu as écrit toute une autre vie avec un faux nom dans des chambres d'hôtel sous de faux sourires. Je n'ai rien jeté. J'ai juste arrêté de prétendre que les ordures étaient encore de la nourriture. Ça l'a fait craquer. Elle s'est avancée, la voix montant. Tu n'as pas le droit de faire de moi la méchante juste parce que j'ai. Tu es la méchante, ai-je dit, calme comme de la glace. Tu as menti à plusieurs reprises. Tu m'as laissé pourrir dans cette maison en me demandant ce que j'avais fait de mal pendant que tu jouais à la petite maison avec ton patron. Tu n'as pas le droit de recadrer ça maintenant juste parce que tu ne t'attendais pas au miroir. Ses joues ont rougi. Tu l'as laissé entrer ici, a-t-elle lâché. Tu as paradé une autre femme dans notre maison. Notre maison est morte à la minute où tu as mis du parfum pour quelqu'un d'autre. La pièce est tombée dans le silence. Sa respiration était maintenant saccadée, inégale. Ce n'est pas toi, dit-elle. Tu n'es pas cruel. Non, ai-je convenu. Je ne le suis pas, je me suis levé, je me suis dirigé vers le dossier et je l'ai doucement poussé vers elle. Mais j'en ai fini d'être gentil à mes dépens. Les yeux d'Alicia ont commencé à briller. Pas de manière feinte, pas faux. Le poids l'avait frappée. Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil en face de moi comme si ses jambes l'avaient lâchée. Ben, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je l'ai étudié. Vraiment regardé. C'était la même femme à qui j'avais fait des vœux 10 ans auparavant. Mais l'énergie entre nous, elle avait disparu depuis longtemps. Je ne veux pas l'arranger, ai-je dit doucement. Je veux l'enterrer avec respect. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Tu devrais y aller. Elle n'a pas bougé au début. Puis, avec un souffle lent et vaincu, elle s'est levée, a saisi le dossier comme si c'était une grenade qu'elle ne savait pas comment tenir. Sur le seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Est-ce que tu me détestes?
J'ai croisé son regard. Non, ai-je dit. J'ai juste finalement cessé d'aimer la version de toi qui n'a jamais existé. Elle a tressailli. Puis elle est sortie. Pas de cris, pas de claquement de porte, juste le bruit d'une porte se refermant sur 10 ans de presque. Et moi, toujours debout, pas en colère, pas brisé, juste libre. 1 an plus tard, je me tenais sous les 12 verrières du musée d'art de Portland, sirotant un verre de vin rouge tandis qu'un trio de jazz jouait quelque chose de lent et de tendre en arrière-plan. Ivy se tenait à côté de moi, sa main reposant nonchalamment contre la mienne. Pas de pression, pas de revendication, juste de la présence. Nous n'étions pas tapas accent grave l'œil. Nous ne nous déplacions pas dans la pièce comme un couple désespéré d'être remarqué. Nous n'en avions pas besoin. Il y avait quelque chose de tacite entre nous maintenant. De l'aisance, une confiance qui n'exigeait pas de déclaration, une quiétude que j'avais passé des années à désirer sans le savoir. Elle a souri à quelque chose qu'un conservateur a dit. J'ai souri en la regardant. Une collègue plus âgée, Myriam, s'est approchée avec un sourire joyeux. Vous y croyez? Ils ont réussi à organiser une soirée d'ouverture sans panique? Petit miracle, ai-je dit en levant mon verre. Elle a jeté un coup d'œil à Ivy, puis a baissé la voix juste assez. Au fait, j'ai entendu parler d'Alicia. Il paraît qu'elle n'est plus avec Hartgrove. Quelque chose à propos d'un examen interne, violation de politique. C'est devenu compliqué. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas demandé plus parce que je n'en avais pas besoin. Il y a 1 an, cette phrase aurait fait bouillir mon sang. Maintenant, c'était du bruit de fond. Non pas parce que je lui souhaitais du mal, mais parce que j'avais finalement accepté que la conclusion n'était pas quelque chose qu'elle pouvait me donner. Je l'avais construite moi-même. Brique par brique, jour après jour. Ivy m'a touché le bras. Viens voir la nouvelle pièce dans les laits. Montre la voie. Nous avons traversé l'exposition lentement, nos pas silencieux sur le sol poli. Je me suis arrêté devant un tableau, juste des couleurs tourbillonnant les unes dans les autres, sans forme claire. La plaque en dessous disait « Quiétude après le chaos ». J'ai souri. C'était approprié. Ivy s'est penchée. Quoi? Rien. Juste que. Parfois la revois juste. Elle a souri, puis a lié ses doigts aux miens. Simple, réel. Il y a 1 an, je pensais que ma vie s'effondrait. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle commence enfin. Sans fanfare, sans grande déclaration. Juste un homme qui a appris à s'asseoir en silence sans le confondre avec l'absence. Et c'est peut-être la leçon de tout ça. Le plus assourdissant dans un cœur brisé, ce n'est pas la trahison, c'est son écho. Et une fois que cet écho s'estompe, vous pouvez choisir ce que vous entendez ensuite.